Et en fait, aujourd'hui, on va commencer la première séance de cours base de données. Alors, ce cours-là, il est destiné pour le BCG S4. Pour le plan de cours. Donc, d'abord pour le volume horaire, c'est qu'en fait, normalement, on va, d'habitude, on fait 20 heures de cours et 2 heures de travaux dirigés, 20 heures de travaux pratiques. Les travaux pratiques, on ne va pas les commencer la semaine prochaine, mais ça va être la semaine d'après. Par contre, les travaux dirigés, les TD, on va les commencer la semaine prochaine. غالبا la semaine prochaine. Alors, pour l'examen sur ce cours-là, normalement, on fait un cours sur 75% et par la suite un 25% pour l'examen de TP. Mais, voilà, l'examen ordinaire et l'examen TP, ça va être en fait sur une seule copie, ça va être écrit. L'examen TP aussi, ça va être écrit. Vu les conditions que nous avons maintenant, vous ne pouvez pas être sur place. Donc l'examen TP, ça va être ici aussi encore fait sur 25%. Alors, donc pour le plan de cours, donc un premier chapitre, ça va être en fait sur l'initiation sur l'informatique. Il y a des notions de base que vous devez normalement savoir. On doit savoir en fait, ça veut dire quoi un système d'information. On doit savoir quelques équipements de l'ordinateur, des équipements en fait qui sont essentiels. Savoir, ça veut dire quoi l'informatique en général. Et un point très intéressant, le deuxième point, en fait, c'est le codage de l'information. Le codage de l'information, en fait, en se basant sur un système numérique. Ça, c'est le premier chapitre. Pour un deuxième chapitre, on va voir en fait l'introduction aux bases de données. On va définir, ça veut dire quoi une base de données, pourquoi une base de données, et on va essayer en fait de faire une analogie avec le monde réel, ce que nous avons en fait sur le monde réel. Dans ce premier chapitre aussi, on va voir en fait comment faire une conception d'une base de données parce que ça demande une conception. Et par la suite, on commence par le premier point pratique pour la conception, c'est la modélisation entité-association. Le troisième chapitre, c'est en fait c'est un modèle parce qu'en général les bases de données ce sont des modèles. Ce sont des étapes, ou bien des niveaux. Chaque niveau ou bien chaque étape, ça correspond à une modélisation. On va expliquer par la suite, vous allez comprendre par la suite, ça veut dire quoi une modélisation. On va voir le deuxième modèle, c'est le modèle relationnel dans le chapitre 3. Et par la suite, on va voir le modèle logique de données. D'accord? Quand on maîtrise ces modélisations-là, la modélisation, c'est une méthodologie, c'est une méthode pour concevoir ou bien pour créer une base de données. Alors pour le chapitre 4, on va passer à la partie physique, à la partie de l'implémentation. On va commencer à faire entrer notre base de données, à implémenter notre base de données sur un logiciel. Bien sûr, nous avons plusieurs choix au niveau des logiciels. On va utiliser en fait Access. On va voir d'autres types. Vous allez voir type. De ce langage. C'est un plan qu'on va suivre en fait pour faire ce cours-là. Et donc aujourd'hui, on va commencer par le premier chapitre, en fait le chapitre de l'initiation à l'informatique. Donc je pense qu'on peut avoir des problèmes au niveau de l'internet parce que ça coupe parfois. C'est pourquoi en fait je vais arrêter la vidéo.
le chapitre de l'initiation à l'informatique. Alors, par la suite, en fait, mon nom c'est Mohamed Baslam. Après, je vous donne mon adresse mail. En fait, si vous avez des questions, vous avez des choses que vous n'avez pas compris, et je suis toujours disponible si vous avez des choses qui ne sont pas claires. Par contre, pour le cours, je vais pour le cours, je vais le déposer à chaque fois en fait sur cette partie-là, sur la partie des fichiers. Alors là, en fait, il y a un support de cours. En fait, ici, il y aura des TD, un dossier là où je vais mettre les TD. Et ici, en fait, il y aura un autre dossier pour les TP. Ici, en fait, il y aura un support de cours. Donc, pour chaque science, je vais mettre en fait les sciences ici. Je vais mettre les dossiers nommés sous forme des sciences, science 1, science 2, science 3, etc. Pour que vous puissiez en fait aller en parallèle. Alors, on commence par le premier chapitre. Le premier chapitre, en fait, ça veut dire quoi? Le traitement de l'information, ou bien une information. Une information en général, parce que l'informatique, quand on parle de l'informatique, c'est le traitement de l'information. Donc, informatique, il se compose de deux mots. Il y a le informatique, la première partie. La deuxième partie, c'est l'automatisation. L'automatisation, en fait, de l'information. Informatique. Tous les mots qui se terminent par tic, ça veut dire, en fait, ils sont en relation avec l'automatisation ou bien le traitement de l'information. Voilà, c'est l'automatisation de l'information. Donc, une information, c'est un élément de connaissance représenté à l'aide d'une convention en vue d'être conservé, traité et communiqué, différentes formes, son, image, texte, vidéo. D'accord? Par exemple, une image, c'est une information. D'accord? Mais le traitement de l'information, ça va être en fait c'est une autre chose. Quand je parle d'une information, c'est une donnée. D'accord? En informatique, quand on parle de l'information, ça peut être en fait, c'est un espace mémoire, d'accord, qui contient des données ou bien des informations. Par exemple, le son. Alors, s'il vous plaît, le micro. Comme je dis, en fait, une information, en général, en informatique, ça peut être un son, c'est-à-dire la musique, audio, etc., etc., une image enregistrée sur une clé USB ou bien sur un disque dur ou bien sur un ordinateur. Elle s'appelle aussi une information. Une texte, du texte, un rapport, ou bien ça, c'est une information aussi. La vidéo aussi, c'est une information. Maintenant, pour le traitement, ça veut dire quoi le traitement? Donc, si le passage information, mutation, traduction, d'accord? Ça, il s'appelle en fait, ce sont le traitement qu'on applique à une langue. À savoir, par exemple, nous avons un texte en français. Le fait de faire la traduction de ce texte-là de français vers l'anglais, ça peut être par exemple, ça s'appelle en fait, cette opération-là, il s'appelle un traitement. D'accord? Un traitement d'une information, un traitement d'un texte, c'est par exemple la correction de texte, ou bien la traduction de texte, etc., etc. Ou bien on peut faire sortir des informations à partir de texte. D'accord? C'est ça le traitement. Le traitement, c'est une opération qu'on applique sur une information. Pour l'informatique, c'est un mot qui ressemble et qui fait le ressemblement entre les deux. C'est-à-dire l'informatique, c'est le traitement de l'information. Alors l'informatique, c'est le traitement de l'information. Donc c'est une science dont l'objet
et le traitement automatique de l'information, c'est-à-dire l'exécution du traitement par des machines. D'accord? Par des ordinateurs, des machines, des équipements, etc., etc. Alors, voilà. Et pour un ordinateur, c'est un équipement parmi les équipements qui font partie de l'informatique et qui ont en fait l'habilité de traiter l'information. Donc, il fait partie de l'informatique. C'est une machine qui contient des périphériques d'entrée, qui contient un stockage et qui traite, c'est-à-dire ce sont des programmes qui traitent et restituent les périphériques de sortie des informations. D'accord? Alors, je vous donne un exemple. Alors, nous avons par exemple l'information, je prends une information, par exemple de son, d'accord? Le traitement de son, c'est un logiciel. Le traitement, par exemple, je considère un logiciel de lecteur de son, par exemple le VLC ou bien le Media Player ou bien etc. Alors, tout ça, ce sont des logiciels qui permettent de lire le son, d'accord? Alors, la lecture du son, d'accord, ça donne en fait un résultat. Un résultat, c'est-à-dire de la voix qui sort à travers des périphériques de sortie. Les haute-parleurs, par exemple, ou bien les kits, ou bien... Alors, nous avons l'information, elle est traitée par un logiciel qui permet de lire le son, d'accord? La lecture de ce son, il s'appelle le traitement, d'accord? La lecture de son, donc c'est le traitement de l'information pour avoir par la suite un résultat qui se forme d'un périphérique au niveau de la sortie. Donc pour un ordinateur, pour les composants en fait, il se compose de deux grandes parties. Il y a la partie là où il y a le hardware ou bien le matériel. Donc, c'est tout matériel, c'est tout matériel en fait qui permet de traiter l'information et de stocker l'information. J'ai compris bien sûr ces accessoires. Quand on parle ici des accessoires, ce sont des claviers, l'imprimante, le scanner, etc., etc. Alors pour la deuxième partie, c'est le hardware. Donc, ici, avant d'arriver au software, en fait, pour le hardware, chaque composant possède une fonctionnalité particulière. C'est-à-dire chaque équipement ou bien chaque accessoire, il a une fonctionnalité en fait très particulière, à savoir par exemple le calcul, le stockage des données, ça c'est on parle des mémoires. Alors pour le calcul, c'est le microprocesseur, on va le voir par la suite. Il y a l'affichage de la vidéo, par exemple, c'est sur écran. Écran, il fait partie de l'ordinateur, c'est un accessoire, c'est un équipement de sortie, d'accord? Et bien sûr, la gestion de l'entrée, c'est par exemple le clavier, la souris, le scanner, c'est tout équipement qui nous permet en fait de faire entrer une information à l'ordinateur, d'accord? Donc pour les accessoires ici, il se compose on peut le diviser en deux grandes classes. Il y a les équipements qui permettent de faire entrer l'information à l'ordinateur et des équipements ou bien des accessoires qui permettent de faire sortir l'information ou bien le résultat de traitement de l'information. D'accord? À savoir, par exemple, l'imprimante, l'écran, le haut-parleur, etc., etc. Alors, tout ça, ce sont des équipements, en fait, de sortie. Alors, pour la partie de software, toujours sur l'ordinateur, parce que l'ordinateur, il ne s'agit pas seulement, en fait, de matériel. Alors, la deuxième partie, c'est le software ou bien le logiciel. Et c'est abstrait, c'est pas concret. D'accord? Donc, pour le software, c'est immatériel, c'est pas un matériel. C'est un ensemble de programmes exécutables par l'ordinateur. On va voir par la suite, ça veut dire quoi? Un programme informatique ou bien un programme rédigé par un langage informatique. Donc, il y en a trois types en général des software. Il y a le premier, c'est le système d'exploitation, c'est très intéressant, c'est le pilier des logiciels. Donc, on peut avoir par exemple le Windows, Microsoft System, en fait le MS-DOS, il y a Unix, il y en a plusieurs, il y a le Mac
Il y a aussi le système d'exploitation Mac. Ça, c'est la première partie. En fait, c'est le grand pilier. Et par la suite, dans celui-là, dans les systèmes d'exploitation, on peut implanter d'autres logiciels, à savoir le deuxième type et le troisième type. Pour le deuxième type, c'est le logiciel standard comme par exemple Word, Excel, Access, etc., etc. Tout ça, ce sont des applications ou bien ce sont des logiciels qu'on ajoute au système d'exploitation. D'accord? Il y a un troisième type. Donc, nous avons dit il y a trois types. Le premier, c'est le système d'exploitation. Il y a le grand pilier. Le deuxième, ce sont des logiciels qu'on peut intégrer, qu'on peut installer au niveau de système d'exploitation. Et le troisième type, il s'appelle les progiciels. D'accord? Les progiciels, la différence entre un logiciel et un progiciel, c'est que un progiciel, en fait, c'est un logiciel qui a été développé et implémenté pour une utilisation spécifique. C'est-à-dire, il n'appartient pas au grand public. D'accord? Il appartient, par exemple, à une société ou bien une entreprise ou bien un ministère. Il développe un logiciel, il crée un logiciel pour son propre utilisation. Yani, il n'est pas destiné au grand public. Alors ici, en fait, on va détailler un petit peu les choses. On va commencer en fait par l'ordinateur. Comme j'ai dit, en fait, l'ordinateur, le schéma en général de traitement de l'information, il est devant vous. Il y a une donnée ou bien une information dans le monde réel. Alors, la première des choses à faire, c'est de la saisir ou bien de la faire entrer à l'ordinateur. On intègre la donnée à l'ordinateur. D'accord? Et par la suite, l'ordinateur, il fait un traitement. Par exemple, l'exemple que j'ai donné, par exemple, de son, nous avons un son, il faut l'intégrer d'abord à travers un équipement ou bien un accessoire d'entrée, d'accord? Il faut le faire entrer vers l'ordinateur, l'enregistrer. Par la suite, l'ordinateur, il fait son traitement, d'accord? Il fait son traitement, la lecture de son, etc., etc. Et par la suite, on peut le faire sortir de l'ordinateur à travers les haute-parleurs, d'accord? Il s'appelle la restitution de l'information, ou bien la restitution de résultats de traitement. Et par la suite, ça donne un résultat, c'est-à-dire c'est de son sous forme dans les haute-parleurs. Alors, ici, dans les équipements que vous voyez devant vous, il y a ici en fait les équipements d'entrée. On peut avoir un microphone. C'est un équipement qui peut faire entrer de l'information ou bien de son vers l'ordinateur. Un clavier, un scanner, c'est pour faire entrer des images à l'ordinateur. La souris aussi. Donc, quand je bouge la souris, en fait, c'est une information que je donne à l'ordinateur. Je peux donner à l'ordinateur des instructions à travers la souris. Donc, la souris, c'est un équipement qui donne une information à l'ordinateur. Mais en fait, je ne peux pas recevoir des informations à partir de la souris. La même chose, je ne peux pas recevoir les informations à partir de micro, donc ce n'est pas un équipement de sortie. Le CD, un troisième exemple, un quatrième exemple, c'est le CD-ROM. Alors celui-là, en fait, c'est une mémoire qui peut contenir des données. Alors, et à travers ce CD-là, je peux je peux insérer des données à l'ordinateur. Modem, il y a des caméras, il y a un clavier aussi. Un clavier, c'est un bon exemple aussi. Alors, à travers le clavier, je peux écrire un texte, je peux faire des entrées, des suppressions, etc. Et je donne une information à l'ordinateur. Mais recevoir une information à travers le clavier, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le clavier, c'est un équipement d'entrée. Il fait entrer une information à l'ordinateur. D'accord? Ça, c'est pour la partie de la saisie ou bien la partie de l'entrée de données. D'accord? Alors, une deuxième étape, c'est une étape très intéressante, c'est le traitement. D'accord? Pour traiter une information, donc il y a des mémoires qui sont auxiliaires, par exemple des disquettes, mais les disquettes ils ne sont plus maintenant. Alors, il y a des disques durs, il y a des clés USB, etc., etc. Ça, c'est pour, en fait, c'est pour stocker l'information. Parce que
quand je fais entrer une information à l'ordinateur, il faut la stocker quelque part. D'accord? Et en général, on la stocke dans un disque dur. Il y a une partie qui fait le calcul, on va la détailler par la suite, c'est le microprocesseur. Un microprocesseur, c'est un équipement intégré dans un ordinateur, dans l'unité centrale d'un ordinateur. C'est elle qui permet en fait de faire les calculs, c'est le cerveau, d'accord? C'est elle qui fait les calculs pour euh, voir la partie de résultat ou bien de la sortie. Il y a des périphériques de sortie, il y a par exemple l'écran. À partir d'un écran, je ne peux pas faire entrer une information, mais je peux recevoir l'information. Donc, c'est un équipement de sortie. Il y a les haut-parleurs. Un haut-parleur, il ne peut pas faire entrer une information, d'accord? Donc, mais je peux recevoir une information. Et cette information-là, c'est une information que j'ai déjà fait entrer et que j'ai traitée. Et vers la fin, en fait, j'aurai un résultat sous forme de la voix, d'accord? Une imprimante aussi, c'est un équipement de sortie. D'accord? C'est un équipement de sortie. À travers l'imprimante, je peux avoir des papiers qui sont imprimés, qui contiennent du texte. Ce texte-là, il a été stocké dans un ordinateur et il a été enregistré à travers un équipement d'entrée. Donc, il y a l'entrée, le traitement et la sortie. Voilà les trois parties, en fait, d'un ordinateur, en général. Donc, voilà, nous avons parlé tout à l'heure d'une chose très intéressante, c'est le stockage en général. Comment on peut faire le stockage et c'est quoi les types des mémoires qu'on peut avoir. Donc, pour une mémoire, c'est un dispositif capable d'enregistrer, de stocker et de restituer l'information, c'est-à-dire c'est du matériel et peut contenir l'information. D'accord? Et cette information-là, il est enregistrée dans cette mémoire-là sous un format. Ce format-là, il dépend de la mémoire. D'accord? Par exemple, la manière avec laquelle les données sont enregistrées sur un CD, c'est pas la même que sur une disquette, c'est pas la même chose que sur un disque dur, etc., etc. Donc, l'information, elle est stockée dans un support de mémoire, d'accord? Et ces mémoires-là, ils se divisent en trois parties, en trois grandes parties. Je parle des mémoires de l'ordinateur. Maintenant, je suis sur l'ordinateur. Donc, il y a trois types. Le premier type, c'est la RAM, ou bien la mémoire vive, d'accord? Il y a la ROM, ou bien mémoire morte. Il y a la mémoire de masse, ou bien secondaire. À demander c'est quoi en fait la vitesse du microprocesseur et c'est quoi la taille de la RAM. La RAM, c'est en fait qui stocke. La ROM, c'est une mémoire qui contient des données qui sont permanentes et ces données-là, en fait, ils contiennent des programmes d'amorçage ou bien de démarrage de l'ordinateur. Avant d'appeler un système d'exploitation, il y a un programme qui s'exécute. D'accord? Quand j'allume un ordinateur et avant de lancer le système d'exploitation, le Windows par exemple, il y a un petit programme qui s'exécute et ce programme-là, il permet de reconnaître l'environnement de l'ordinateur. Il reconnaît en fait le microprocesseur, il reconnaît la RAM, il reconnaît en fait les périphériques qui sont intégrés sur l'ordinateur et par la suite, il lance c'est lui qui lance en fait le programme sur la ROM, c'est lui qui lance le système d'exploitation. Et la mémoire de masse, c'est la mémoire qui contient d'abord le système d'exploitation et il contient bien sûr des dossiers, des fichiers, la partition C, la partition D, etc. Donc, c'est le disque dur. La mémoire de masse ou bien secondaire, c'est le disque dur. Donc, l'unité de stockage, donc je vais essayer de... Alors, pour l'unité de stockage, nous avons en fait le bit ou bien binary digit. Alors, celui-là, c'est une
unité de stockage élémentaire. Ça veut dire quoi un bit? Un bit, en fait, c'est un... vous voyez l'écran, non? Alors, en fait, pour un bit, c'est un espace mémoire là où je peux stocker un seul bit. Ça veut dire quoi un seul bit? Ça veut dire 0 ou bien 1. 0 ou bien 1. C'est-à-dire c'est une case mémoire qui peut contenir ou bien 0, ça c'est un seul bit. Ça aussi c'est un deuxième bit. C'est-à-dire c'est une petite unité qui contient ou bien 1 ou bien 0. Parce qu'en général, l'information dont j'ai parlé au départ, que ce soit le son, que ce soit le texte ou bien la vidéo, etc., elle est sous forme des 0 et des 1. Ça veut dire une suite de 0 et de 1. L'ordinateur, elle reconnaît l'information sous forme d'une suite des 0 et des 1. Donc, la première unité, comme j'ai dit, c'est le bit. Le bit, c'est une case mémoire, une petite case mémoire qui peut contenir ou bien 0 ou bien 1. Alors, toutes les informations sont codées sous forme de nombres binaires composés de 0 et de 1, c'est ce que je viens de dire. Alors, les bits sont regroupés en octets, 8 bits. Donc, un octet. Alors, nous avons dit, en fait, il y a la première unité, c'est le bit, et par la suite, il y a le octet. C'est comme par exemple, pour calculer l'unité, pour calculer une distance, nous avons le mètre, nous avons le millimètre, le centimètre, le mètre, kilomètre, etc. Donc, ici, dans l'informatique, l'unité du calcul d'une seule unité, en fait, c'est le bit. Voilà, c'est pour contenir ou bien 0 ou bien 1. Par la suite, il y a la deuxième unité, c'est octet. Octet, en fait, il se compose de 8 bits. Voilà, ça, c'est un octet. Donc, un seul octet est égal à 8 bits. Donc, ici, je peux enregistrer, par exemple, 8 bits, à savoir 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Ça, c'est une information enregistrée sous forme, en fait, sous forme de 8 bits. D'accord? Donc, selon l'ordinateur, un mot est composé ici, on parle de mot mémoire. Un mot mémoire, en fait, il se compose de 2 octets, ou bien de 4 octets, ou bien de 8 octets. D'accord? Ici, en fait, 4 octets, ça veut dire 32 bits. 8 octets, en fait, ça veut dire 64 bits. Alors, parfois, en fait, si vous connaissez un petit peu sur les systèmes d'exploitation, on parle de Windows 10 32 et de Windows 10 64. En fait, la différence entre les deux, ce sont les mots mémoire. Le mot mémoire, c'est-à-dire le mot, c'est une unité qui se compose ou bien de 16 bits, ou bien de 32, ou bien de 64 bits. Et ces mots-là, en fait, ils sont utilisés par un système d'exploitation pour savoir comment les données ils sont enregistrées. Pour l'unité de mesure, alors l'unité de mesure, par exemple, nous avons ici l'équivalent de kilo, parce que ici on parle de 10 puissance de 2. Alors il y a le kibio-octet, c'est pas le kilo-octet, non, c'est le kibio-octet. Quand on parle de kibio-octet, ça veut dire 1024 octets ou bien. Alors je vais. Donc normalement, quand on parle d'un kibio-octet, est égal à 2 à la puissance 10 octets. Voilà. Et pour un mébio-octet, c'est le 10 à la puissance 20. Donc, ça donne 1 million et 48 000, etc. octets. Ce sont en fait les relations de transformation de octets vers le kilo, le kibio, ou bien vers le mibio, le gibio et le tibio. Le tibio, en fait, c'est l'exemple de tera. D'accord? Il contient ici des milliards d'octets. Donc, dans les unités de mesure, comme j'ai dit, en fait, il y a le kibio, il y a le kilo. La différence entre le kibio et le kilo, c'est que le kibio, c'est 2 à la puissance, c'est 2 à la puissance 10. Par contre, pour le 1,
Pour le 1 kilobit, ça est égal à 1000. Ça, c'est octet. Donc, ça, c'est le kilo octet est égal à 1000 octets. Donc, la différence ici, si celui-là, il est sous forme de 10, de 2 à la puissance 10, c'est-à-dire c'est une puissance de 2, 2 à la puissance 10, d'accord? Et celui-là, en fait, c'est 1000. C'est comme l'unité de mesure pour le kilogramme, par exemple, ou bien pour le kilomètre. Un kilogramme est égal à 1000 grammes, et le kilomètre est égal à 1000 mètres. Donc, la dernière mesure, cette dernière mesure-là, ça ressemble à celle que nous avons sur le monde réel pour calculer en fait la masse, ou bien pour calculer la distance. Par contre, le kibio, alors ça en fait c'est cette unité de mesure qui contient le kibio, c'est-à-dire 2 à la puissance 10 octets. Alors celle-là en fait c'est une mesure scientifique, d'accord? C'est pas une mesure commerciale. C'est pourquoi en fait quand vous achetez un ordinateur, ils vous disent qu'il contient 500 par exemple gigas, 500 gigas octets. Vous trouvez seulement en fait le 490 ou bien 480 gigas octets. Pourquoi la différence de 10? Parce que en fait, eux, les commerçants, ils utilisent le kibio. Non, les fabricants, pardon. Les fabricants, ils utilisent le kibio, mais les commerçants, un commercial, celui qui vend en fait l'ordinateur, il utilise le kilo-octet. D'accord? Il utilise le kilo, c'est comme le gramme, le mètre, etc. C'est comme le kilogramme, le kilomètre, etc., etc. C'est ça la différence entre les deux. Donc, ça, c'est pour les kilos. Donc, est égal à 1000 octets. 1 mégaoctet est égal à 1 million octets. 1 giga est égal à 1 milliard. Et 1 tera, c'est 1000 milliards octets. 1 teraoctet, ça veut dire 1000 milliards octets. Donc, pour toujours dans la mémoire, donc nous avons deux modes d'accès aux mémoires. C'est-à-dire, si nous avons une mémoire devant nous, on peut l'utiliser pour la lecture. Ça veut dire recevoir ce que nous avons enregistré sur la mémoire. Il y a l'écriture, c'est-à-dire ou bien ajouter de l'information, ou bien supprimer de l'information sur le support de mémoire. Donc, il y a deux modes d'accès. On parle de l'accès, accès à la mémoire. Je fais en fait l'accès à la mémoire pour deux raisons. La première, ou bien pour la lecture, pour recevoir ce que j'ai déjà enregistré, ou bien en écriture, j'ajoute des données, ou bien je supprime des données, ou bien je modifie des données. Ça s'appelle le mode d'accès en écriture. Donc, pour les caractéristiques d'une mémoire, c'est-à-dire j'ai deux mémoires différentes, comment je peux faire la différence entre deux mémoires différentes? La première des choses, c'est la capacité, c'est le nombre d'octets. Il y a des mémoires qui supportent un petit nombre d'octets, il y a une grande mémoire qui supporte un grand nombre d'octets, etc., etc. Donc, et la deuxième caractéristique, c'est l'accès. Il y a l'accès direct grâce à l'adresse accès immédiat de l'information. C'est-à-dire, je peux faire un accès immédiat vers l'information que je veux. D'accord? Ça, c'est le premier type d'accès. Le deuxième type d'accès, c'est l'accès séquentiel. C'est-à-dire, pour atteindre une information, je dois parcourir toute la mémoire du début jusqu'à la fin. D'accord? Alors, ici, en fait, pour vous donner une analogie avec le monde réel, par exemple, pour l'accès qui est direct, c'est comme un quartier, en fait, qui est bien adressé. C'est-à-dire, les maisons, ils sont avec une bonne adresse. D'accord? Quand je cherche une personne sur une adresse, quand je cherche une personne sur un quartier, je vais directement sur l'adresse, sur la maison, et je trouve la personne. D'accord? Par contre, pour un quartier là où il n'y a pas les adresses, et je cherche une personne dans ce quartier-là, je dois en fait parcourir tout le quartier. D'accord? Maison après maison, maison après maison, jusqu'à trouver en fait la bonne personne que je cherche. Et comme ça, en fait, vous devez remarquer que l'accès direct,
il est plus rapide par rapport à l'accès séquentiel. D'accord? Alors, ici, le temps d'accès, donc c'est une troisième caractéristique. Ce temps d'accès-là, il est en rapport, il est en relation avec la manière d'accès. Est-ce qu'il s'agit de l'accès direct ou bien de l'accès séquentiel? C'est normal que l'accès direct, comme j'ai dit, en fait, il est rapide parce que s'il y a des adresses, je cherche en fait l'information en fonction de son adresse. D'accord? Dans une mémoire, on peut avoir en fait des adresses pour chaque case. Quand je cherche une information, je sais très bien qu'elle est sur une telle adresse et je vais directement en fait pour cibler cette adresse. Quand je cible cette adresse, je trouve l'information que je cherche. Par contre, pour l'accès séquentiel, je dois parcourir toute la mémoire à partir du début jusqu'à la fin et je cherche le fichier ou bien l'information que je veux. Donc ici, pour la définition du temps d'accès, c'est le temps écoulé entre l'instant où l'information est demandée et celui où elle est trouvée. D'accord? C'est ça le temps d'accès. Le temps d'accès, c'est le temps nécessaire, d'accord, pour trouver une information, allant du début de la recherche jusqu'à le moment ou bien l'instant où je trouve l'information. En général, il est calculé en millisecondes parce qu'en fait, c'est petit en fonction de temps. Alors, le contenu de la mémoire est composé des données, ou bien de l'information en général, et d'instructions. Donc, il y a deux choses, parce que les instructions aussi, ou bien les logiciels dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est-à-dire un système d'exploitation, ou bien un logiciel, ou bien un progiciel, ou bien un programme en général, lui aussi, il est stocké sur une mémoire. Donc, une mémoire, elle contient deux choses. Elle contient et la donnée et l'instruction. D'accord? La donnée, ce sont des informations à traiter. D'accord? À traiter par quoi? Par des programmes. Et ces programmes-là, ce sont des instructions. Donc, c'est un code de l'opération élémentaire. Il contient aussi, en fait, des adresses ou bien des données. Parce que les adresses des données, pardon, parce que les adresses des données, ils ne font pas partir de la donnée. Ils font partir du traitement, yani de l'instruction. Et comme ça, en fait, un programme, c'est un ensemble d'instructions et de données. Quand on parle d'un programme, c'est un ensemble d'instructions et de données parce que un programme, il contient des instructions, réaliser ça, faire ça, etc., etc. Et des données aussi, en fait, ce sont des informations sur lesquelles on exécute notre programme. Donc maintenant, on est arrivé sur l'unité centrale. L'unité centrale, en fait, les fonctions de l'unité centrale, c'est la sélection et l'exécution des instructions du programme en cours. D'accord? Partie de l'ordinateur qui contient les circuits de base, c'est-à-dire il contient l'essentiel de l'ordinateur. Il contient la mémoire principale, la mémoire vive, yani la RAM, la mémoire morte, la ROM. Alors, nous avons dit, en fait, cette ROM-là, c'est une mémoire qui contient des données permanentes. On ne peut pas les supprimer. Ce sont des données, en fait, qui ont été insérées par le fabricant de l'ordinateur. Donc, nous avons la mémoire vive et la mémoire morte. Nous avons ici, en fait, la mémoire cache. Nous avons le microprocesseur. Alors, le microprocesseur, en fait, ce sont des circuits de calcul. Le microprocesseur, il contient l'unité arithmétique et logique et l'unité de contrôle, ou bien les commandes. Donc, le microprocesseur, ou bien le cerveau de l'ordinateur, calcul des opérations arithmétiques et logiques. Il y a en fait l'unité de contrôle. L'unité de contrôle, c'est elle qui contient les commandes. Les commandes, en fait, pour les exécuter dans l'unité arithmétique et logique comme vous voyez devant vous. Alors, l'unité d'entrée-sortie, donc bien sûr, une unité centrale, il contient les unités d'entrée-sortie, à savoir le disque, l'entrée du clavier, l'entrée de la souris, de micro par exemple, et pour la sortie, en fait, ça peut être la sortie de l'écran, la sortie de l'imprimante, etc., etc. Donc,
l'unité centrale, c'est le boîtier central qui contient en fait des composantes, qui sont indispensables pour le traitement de l'information. À partir de l'entrée de l'information, le traitement de l'information, la sortie de l'information. C'est un boîtier qui regroupe tous ces accessoires. Donc, pour la mémoire vive au RAM, Random Access Memory, en fait, c'est une mémoire à accès direct. Nous avons parlé tout à l'heure de type de mémoire. Nous avons dit, en fait, il y a accès direct, c'est-à-dire par adresse. Il y a l'accès séquentiel. Alors, pour la RAM, c'est une mémoire à accès direct, c'est-à-dire elle se base sur les adresses. C'est pourquoi il est rapide. Donc, il a une taille limitée, bien sûr. Il n'a pas de grande taille comme un disque dur. Alors, son contenu, il est volatile. Ça veut dire quoi, volatile? Ça veut dire quand j'arrête l'ordinateur, c'est bon, en fait, le contenu de la RAM, il est supprimé jusqu'à prochain démarrage de l'ordinateur. Alors, son contenu, il est volatile. Il est perdu à chaque fois que l'ordinateur ne fonctionne pas. Endroit où l'ordinateur stocke temporairement les données et instructions. On parle ici en fait de stockage temporaire. Le stockage temporaire, c'est-à-dire si on fonctionne de temps, en fait, quand je traite une information, cette information-là, ça va être stocké sur la RAM, parce que la RAM, comme j'ai dit, il est directement attaché au microprocesseur. Un microprocesseur, il traite les données qui sont sur la RAM. Et quand l'opération est terminée, quand le traitement est terminé de l'information, c'est bon, c'est parti. Les données sont parties sur la RAM. Donc, il y a le stockage temporaire des données et instructions. Donc, quand on parle toujours des données, ils vont toujours avec les instructions. La donnée, c'est l'information. L'instruction, c'est les commandes ou bien c'est le programme que je vais appliquer, en fait, qu'on applique sur les données. Et tout ça, il s'appelle le traitement de la donnée. Traiter la donnée, c'est-à-dire appliquer une opération sur la donnée. Cette opération-là, elle aussi, elle est stockée sur la RAM. Donc, il contient tous les programmes en cours d'exécution. Par exemple, vous allumez votre ordinateur, vous allumez en fait le logiciel Word, PowerPoint par exemple, Access, Teams, etc. Tout ça, en fait, ce sont des programmes qui sont en cours d'exécution. D'accord? Et tous ces programmes-là, ils sont stockés sur la RAM. Et quand vous éteignez, en fait, l'un de ces logiciels, c'est bon, il est parti sur la RAM. C'est pourquoi on parle de stockage temporaire. Donc, la capacité standard, c'est 1 giga, 2 giga, 4 giga, 8, 16, etc. Donc, ce sont des petites tailles, ce sont des tailles limitées de données. Alors, la RAM, il est sous forme d'une mémoire avec une taille limitée. Donc, la mémoire morte, donc il n'y a pas grand-chose à dire sur la ROM. Comme j'ai dit, en fait, c'est une mémoire permanente. On ne peut pas la supprimer. Et elle a été en fait remplie, ou bien il contient des données, des instructions qui sont insérées par le fabricant, par celui qui a fabriqué l'ordinateur. C'est une mémoire permanente. Il contient des petits programmes écrits par le constructeur pour la mise en route de l'ordinateur. La mise en route, c'est-à-dire c'est le démarrage de l'ordinateur. Donc, pour la mémoire cache, alors, faut savoir en fait que la transmission, c'est-à-dire la communication, parce que nous avons dit en fait un microprocesseur, sur le schéma qu'on vient de voir, un microprocesseur, il est directement en fait attaché à une RAM, d'accord? Mais la transmission entre la RAM et le microprocesseur est plus lente que le potentiel de vitesse de microprocesseur. D'accord? Le microprocesseur, il a une vitesse rapide. D'accord? Donc, il dépasse la vitesse
de flux de données entre la RAM et le microprocesseur. C'est pourquoi, en fait, on doit avoir une mémoire très rapide dans un microprocesseur. Et cette mémoire-là, elle s'appelle la mémoire cache. La mémoire cache, c'est une mémoire dans le microprocesseur, en fait, qui rassemble toutes les données à traiter, c'est-à-dire les données qui viennent de la RAM, elles sont stockées sur la cache, et la cache, en fait, elle est plus rapide c'est-à-dire son accès, il est direct aussi, la RAM, il est direct aussi, mais celle de la cache, il est plus rapide par rapport à celle de la mémoire cache, pardon, il est plus rapide par rapport à celle de la RAM, et ça, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il est intégré, il est directement attaché à un microprocesseur. Et un microprocesseur, bien sûr, comme j'ai dit, il est rapide par rapport à la vitesse de communication entre la RAM et le microprocesseur. Donc, c'est une zone de mémoire ultra rapide où sont conservées les données et instructions qui revient le plus souvent. Donc, c'est une mémoire interne de petite taille. Il est encore plus inférieur par rapport à la RAM. Donc, il contient des dizaines de kilos. Donc, la capacité standard, c'est 256 kilos, 512 kilos octets. On parle ici de octets. Et nous avons dit le octet, c'est 8 bits. Il y a aussi, en fait, actuellement des mémoires qui dépassent les 512, c'est-à-dire 1 giga, 2 gigas, etc. Donc, ça dépend de la capacité de l'ordinateur. Plus que la capacité est bonne, plus que la mémoire, elle doit être grande, c'est-à-dire la mémoire cache. Maintenant, en fait, la partie la plus intéressante, c'est pas la plus intéressante, les autres aussi sont intéressantes, mais la centrale, c'est bien celle-là, c'est le microprocesseur. Alors, le microprocesseur, c'est le cœur de l'ordinateur, c'est lui qui exécute, c'est lui qui calcule en fait c'est au niveau du microprocesseur qu'on réalise des calculs. Alors, il traite et fait circuler les instructions et les données, composé des éléments suivants, unité arithmétique et logique, elle s'appelle UAL. Alors, c'est ensemble de circuits qui exécutent les opérations arithmétiques et logiques de base. Il y a une deuxième unité, c'est unité de contrôle. Donc, pour l'unité de contrôle, c'est elle qui contient les commandes. Alors, son rôle est d'extraire une instruction de programme au microprocesseur, de le faire exécuter par l'unité arithmétique et logique. Donc, alors pour l'unité de contrôle, il contient des commandes qui viennent de la RAM pour les servir à l'unité arithmétique et logique. Donc, il décode les instructions et trouve les données pour l'unité arithmétique et logique. C'est-à-dire, c'est lui qui donne des instructions, des commandes au microprocesseur, à l'unité arithmétique et logique pour faire des calculs avec un ordre bien donné, c'est-à-dire suivant l'ordre que nous avons sur la RAM. Donc, pour toujours le microprocesseur, il y a des produits, il y a des marques, il y a la marque Intel, il y a Cyrix, il y a l'AMD, etc. Tout ça, en fait, ce sont des types de microprocesseurs qu'on peut trouver sur le marché. Il y a Intel, Cyrix et AMD. Donc, pour l'unité centrale, toujours, ici, en fait, pour l'unité d'entrée et sortie, l'unité d'entrée et sortie, il contrôle et gère le transfert d'informations entre l'unité de contrôle et les périphériques. Exemple, carte graphique, carte contrôleur, disque dur, ou bien carte son. Donc, pour les périphériques, c'est tout ce qui gravite autour de l'unité centrale. C'est-à-dire, un périphérique, c'est tous les éléments que nous avons autour de l'unité centrale. Si on suppose, par exemple, un ordinateur bureau, d'accord, les équipements qui sont autour d'un ordinateur physique, d'un ordinateur bureau, ils s'appellent des périphériques. Donc, il y a l'écran, il y a le clavier, la souris, la mémoire auxiliaire,
La mémoire auxiliaire, par exemple, c'est le CD, par exemple, l'USB. Ce sont des mémoires qu'on peut détacher et attacher, c'est-à-dire à l'ordinateur. Imprimante, le scanner, le micro, le haut-parleur, etc., etc. Donc, il y en a 3 catégories de périphériques. Alors ça, je l'ai déjà expliqué. Il y a les périphériques d'entrée, c'est-à-dire des périphériques qui permettent de faire entrer une information à l'ordinateur. Le clavier, la souris, le scanner. Il y a les périphériques qui permettent de faire sortir l'information à partir de l'ordinateur. C'est l'écran, l'imprimante, le haut-parleur. Alors, et les mémoires auxiliaires, c'est disque dur, disquette, CD-ROM, etc., etc. Maintenant, on est arrivé sur la partie là où il y a en fait le software. Le software, nous avons dit en fait ce sont des programmes, ils ne sont pas concrets. C'est immatériel, c'est pas matériel. Alors, et nous avons 3 types. Nous avons dit en fait qu'il y a des systèmes d'exploitation, il y a des logiciels, il y a aussi en fait des progiciels. Alors, pour la définition, c'est ensemble le système d'exploitation. Le système d'exploitation pour nous, en fait, par exemple, c'est le Windows 10 ou bien 7 ou bien 8. Alors, tout ça, en fait, ce sont des versions de Windows qui représentent en fait un système d'exploitation. C'est ensemble de programmes chargés de toutes les de toutes les fonctions relatives à l'exploitation des composants de l'ordinateur. D'accord? L'exemple, bien sûr, ce sont les exemples que nous avons devant nous. Alors, son objectif, c'est faciliter la tâche de l'utilisateur en lui présentant une machine plus simple. Alors, ici, en fait, un système d'exploitation, c'est l'interface. Quand on parle d'un système d'exploitation, c'est l'interface. Nous avons l'homme et nous avons la machine. Alors ça, en fait, c'est une machine. Ça, en fait, il est câblé à l'écran. Nous avons, en fait, un clavier. Alors, ce clavier-là, il est attaché à l'unité centrale. Nous avons une souris. Cette souris-là, il est attaché à l'écran central. Et nous avons, regardez ici, nous avons l'homme. Alors, supposons par exemple, alors l'homme ici, en fait, il traite, il touche à la souris, il touche au clavier. C'est pour, en fait, c'est pour traiter des données que nous avons au niveau de l'unité centrale et les afficher dans l'écran. D'accord? Alors, toutes ces opérations, toutes ces opérations-là, en fait, de toucher à la souris, faire entrer des données dans le clavier, du texte, du résultat qui s'affiche sur l'écran. Alors, toutes ces opérations-là, elles sont gérées par un système d'exploitation. Un système d'exploitation, c'est une interface entre l'homme et la machine. C'est une interface entre l'homme et la machine. Sans système d'exploitation, l'homme, il ne peut pas traiter en fait l'ordinateur. Parce que, en fin de compte, un ordinateur, ce sont des circuits électroniques, ce sont des câbles, etc. C'est du physique, etc. Mais en fait, l'homme, il ne peut pas traiter tous ces composants-là si on n'a pas en fait un système d'exploitation. D'accord? C'est comme une fenêtre dans une maison. Nous avons par exemple une maison comme ça, et nous avons une fenêtre. D'accord? Vous êtes actuellement en fait sur une chambre ou bien sur la maison. Alors, et vous avez devant vous en fait une fenêtre. Alors, la fenêtre, c'est une interface de communication entre l'homme à l'intérieur, d'accord, entre l'homme à l'intérieur et l'extérieur de la maison. Alors, pour qu'un homme regarde l'extérieur de la maison, il doit le regarder à travers une fenêtre, d'accord? Et cette fenêtre-là, elle s'appelle l'interface. L'interface entre l'homme et l'extérieur. Alors, vous êtes par exemple à l'intérieur de la maison et vous avez votre frère ou bien quelqu'un que vous connaissez en fait à l'extérieur pour parler à cette personne-là ou bien pour lui faire des gestes, pour parler avec lui. Vous parlez avec lui à travers la fenêtre. La fenêtre, en fait, il est primordial parce que si nous n'avons pas la fenêtre, si nous avons un mur ici, il n'y a aucune communication entre la personne à l'intérieur
et la personne à l'extérieur. D'accord? Donc la fenêtre, c'est à l'interface. C'est à travers l'interface que l'information il peut sortir de l'extérieur vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, ou bien de l'extérieur vers l'intérieur. D'accord? Donc c'est à l'interface. La même chose pour le système d'exploitation. Alors, je suis en fait, quand vous voyez en fait mon écran ici, alors ça, l'écran il affiche des résultats. D'accord? Et ces résultats-là, en fait, ils sont affichés sur un système d'exploitation qui est en cours de démarrage sur l'unité centrale. Et à travers, en fait, le système d'exploitation, d'accord? Quand je tape une commande ici, par exemple, dxdiag, ça c'est une commande. Donc, je tape une commande ici. Alors ça, cette commande-là, elle fait partie du système d'exploitation. J'ai donné une commande à l'ordinateur. D'accord? C'est grâce au système d'exploitation que je peux communiquer avec l'ordinateur. Parce que l'ordinateur, comme je dis, c'est matériel. Ce sont des circuits, c'est de mémoire, etc., etc. Et ces données-là, tous ces équipements-là, pardon, c'est-à-dire que ce soit le microprocesseur, que ce soit la mémoire, que ce soit les circuits, tout ça, en fait, il est géré par le système d'exploitation. Le système d'exploitation, c'est lui qui fait l'interface entre l'ordinateur. Quand je dis l'ordinateur, c'est physique. L'ordinateur, il n'y a que des circuits. Il n'y a que des mémoires, il n'y a que de matériaux, il n'y a que de plastique, il y a du cuivre, il y a etc. Donc, tout ça, en fait, c'est physique. D'accord? Et la communication entre moi et le matériel physique, ça se fait à travers un système d'exploitation. C'est-à-dire, à travers un système d'exploitation, je peux donner des ordres à l'ordinateur et je peux recevoir aussi à travers le système d'exploitation, je peux recevoir des résultats, des informations. Donc, c'est ça le système d'exploitation, c'est l'interface entre l'homme et la machine. Donc, il assure une exploitation. Pourquoi il s'appelle système d'exploitation? C'est-à-dire, c'est un système qui permet d'exploiter. Pour exploiter le matériel, on a besoin d'un système, d'accord? C'est un système pour réaliser l'exploitation de matière, en général, afin de réaliser un traitement de l'information, afin de stocker l'information, traiter l'information et avoir le résultat. Tout ça, en fait, ça se fait à travers un système d'exploitation. Un système qui permet d'exploiter le matériel, exploiter les circuits, exploiter, en fait, les mémoires, exploiter le microprocesseur. Tout ça, en fait, c'est un logiciel qui permet de faire l'interface entre l'homme et la machine. Sans système d'exploitation, on ne peut pas exploiter le matériel. On ne peut pas exploiter le boîtier ou bien la machine. Donc, à l'allumage de l'ordinateur, ça, ce sont des étapes qui s'exécutent pour allumer un système d'exploitation. Quand je touche le bouton d'allumage d'un ordinateur, alors, la première des choses qui s'exécutent, ce sont les programmes qui sont sur la ROM. Test par les programmes de la ROM. Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi le test qu'ils font? Ils font le test de présence des périphériques. D'accord? Ils vérifient, c'est-à-dire les programmes que nous avons sur la ROM, comme j'ai dit, ça c'est read only memory, c'est-à-dire c'est une mémoire destinée pour la lecture seule. C'est pas pour l'écriture, c'est pas pour on peut pas supprimer, on peut pas ajouter des données, etc. Donc la ROM, c'est une mémoire qui contient des instructions à exécuter lors de l'allumage ou bien lors de démarrage de l'ordinateur. D'accord? Donc, quand j'allume l'ordinateur, il y a la mise sous tension, il y a une unité d'ordre, l'alimentation, il circule sur le boîtier ou bien sur toute la machine. D'accord? Il vient par la suite, la deuxième étape, les instructions qui sont enregistrées dans la ROM. Qu'est-ce qu'ils font, ces instructions-là? Ils testent la présence des périphériques.
D'accord? Parfois, si jamais il y a un problème du clavier n'est pas connecté ou bien une souris n'est pas connectée, on entend des bips. D'accord? Il y a plusieurs types, il y a plusieurs catégories des bips. Il y a des bips qui sont en double, il y a qui sont solo, un seul, il y a qui sont trois, il y a qui sont quatre. Et chacun de ces bips-là, ça correspond à une erreur. Par exemple, s'il s'agit de 3 bips, donc c'est problème du clavier. S'il s'agit d'un seul bip, donc c'est problème de la RAM. S'il s'agit de 4, etc. Ça, ce sont des exemples. Je donne seulement des exemples. Donc, et qui déclenche ces bips-là, c'est la ROM, c'est le programme que nous avons stocké sur la ROM. D'accord? Donc, il y a la présence des périphériques, bip, le lecteur de disquette, donc s'allume, etc. Parce qu'en fait, il y a la mise sous tension. La deuxième étape, c'est-à-dire quand il teste la présence des périphériques, c'est-à-dire par exemple, je suppose que tous les périphériques ils sont bons, ils sont en bon état. Alors par la suite, alors ce que je viens de dire, c'est dans quelques millisecondes, c'est rapide. D'accord? Par la suite, qu'est-ce qu'il fait le programme que nous avons sur la ROM? Il recherche du système d'exploitation en mémoire auxiliaire. La mémoire auxiliaire, c'est le disque dur. D'accord? Il recherche du système d'exploitation dans le disque dur. D'accord? Donc, sur une lecture disquette, ça s'est dépassé. Sur un disque dur, en fait, c'est ce que nous avons actuellement. Et nous pouvons aussi, en fait, avoir un système d'exploitation sur un disque dur externe. On peut avoir un système d'exploitation sur une clé USB. D'accord? Donc, la ROM, il est où le système d'exploitation? Parce que le système d'exploitation, c'est le démarrage du système d'exploitation, ça se fait par le programme que nous avons stocké sur la ROM. D'accord? Donc, il y a la recherche du système d'exploitation, il y a le programme qui est la ROM, il cherche le système d'exploitation. Donc, il le cherche sur toutes les mémoires qui sont auxiliaires, qui sont attachées à l'ordinateur, qui est un disque dur, ou l'USB, la lecture CD, etc., etc. Alors, quand il trouve le système d'exploitation, ça c'est la deuxième étape, quand il trouve le système d'exploitation, il y a le chargement. En fait, il y a le chargement aux mémoires centrales d'une partie de système d'exploitation. Donc, il y a le système d'exploitation, parce que le système d'exploitation, il est grand. Pour installer un système d'exploitation, normalement, on installe 4 Go ou bien 3 Go des instructions et de programmes. D'accord? On ne peut pas le charger d'un seul coup sur la RAM. On dit sur la RAM. D'accord? Donc, c'est pourquoi, en fait, il y a le chargement d'une partie du système d'exploitation. Donc, le noyau du système d'exploitation, c'est-à-dire le cœur du système d'exploitation chargé, يعني شنو هو chargé تناخذه من la mémoire auxiliaire parce que nous avons cherché un système d'exploitation dans une mémoire auxiliaire. Quand on retrouve le système d'exploitation, on charge une partie, يعني تناخذ la partie من la mémoire auxiliaire, par exemple le disque dur. تناخذ une partie من le disque dur pour l'exécuter. D'accord? La partie, c'est une partie en fait qui fait partie du noyau du système d'exploitation. Et par la suite, il y a le démarrage. Le démarrage. En fait, l'écran, il nous affiche le logo de Windows. Et le Windows, ça tourne. D'accord? Et quand il tourne, qu'est-ce qu'il fait? Il recherche des fichiers. Il est où le bureau? Il est où mes documents? Est-ce que j'ai des fichiers sur le téléchargement? Est-ce que j'ai des applications qui sont installées? Alors, le système d'exploitation lors du démarrage, il permet de reconnaître tout l'environnement. Il cherche toutes les applications qui sont installées sur l'ordinateur et il cherche tous les fichiers qui sont stockés sur l'ordinateur. Parce que quand le démarrage est fait, quand l'ordinateur il m'affiche le bureau, il doit afficher tous les fichiers que j'ai, il doit afficher en fait toutes les applications que j'ai. Donc, il y a une partie de la recherche des fichiers.
système, configuration du matériel, donc d'autres applications qui sont installées. Il cherche les fichiers qui sont stockés sur l'ordinateur et il cherche les applications qui sont déjà installées sur l'ordinateur. Donc, et par la suite, en fait, il y a le démarrage de système d'exploitation. Nous avons vu jusqu'à maintenant, en fait, en général, c'est l'introduction à l'informatique, les équipements que nous avons, etc. Et par la suite, on va voir en fait une deuxième partie, parce que nous avons dit en fait introduction à l'informatique. Alors, nous avons vu, ça veut dire quoi? Une information, comme un résumé. Ça veut dire quoi une information? Une information, c'est une donnée stockée. D'accord? Le traitement de l'information, c'est le programme que j'exécute sur la donnée pour avoir un résultat. D'accord? En général, c'est qu'on a dit l'entrée, traitement, sortie. De quoi? De l'information. D'accord? Entrer une information à l'ordinateur, c'est clavier, on fait ça se fait par un clavier, par une souris, par un micro, etc. Le traitement, ça se fait au niveau du microprocesseur. Le microprocesseur, en fait, il se compose de l'unité arithmétique et logique et l'unité de contrôle. L'unité arithmétique et logique, il contient des commandes, il contient des circuits qui font des calculs. Unité arithmétique et logique, c'est pour faire les calculs. D'accord? Et l'unité de contrôle, c'est elle qui contient les commandes. Ils sont calculés sur l'unité arithmétique et logique, ils sont sur l'unité de contrôle. L'unité de contrôle, il contient les commandes à exécuter. D'accord? Donc, pour traiter une information, on a besoin d'un microprocesseur. Je parle au niveau matériel. On a besoin d'un microprocesseur et d'une RAM. Quand on traite une information, on l'affiche. Il faut la donner à la sortie comme un résultat. D'accord? Et ce résultat-là, ça peut être s'afficher en fait sur les périphériques de sortie, à savoir l'écran, à savoir par exemple l'imprimante, à savoir le haut-parleur. C'est tous les équipements qui font sortir une information. Un système d'exploitation, c'est un système qui permet de gérer tout ça, de gérer l'entrée, le traitement et la sortie. C'est un logiciel qui fait l'interface entre l'homme et le matériel. Sans avoir le logiciel, on ne peut pas exploiter. Mais un matériel. C'est à travers le logiciel, le système d'exploitation, qu'on peut exploiter et traiter un matériel. D'accord? Un système d'exploitation, il permet de gérer l'entrée, il permet de gérer le traitement et il permet de gérer la sortie de l'information. Et nous avons vu un petit peu en fait les types des mémoires, etc., etc. Et là, en fait, on est arrivé sur l'allumage. Comment ça se passe en fait au niveau de l'allumage d'un ordinateur. Il y a la mise en tension, il y a la ROM qui contient un programme qui s'exécute pour reconnaître les périphériques, pour charger un système d'exploitation sur une mémoire auxiliaire. Et par la suite, en fait, il y a la recherche des fichiers, des applications qui sont installées, afin de les présenter à l'utilisateur. Alors, la deuxième partie, en fait, c'est le système de numérotation. Donc, pour les systèmes de numérotation, je pense, en fait, parce que j'aimerais bien, en fait, qu'on termine celui-là. On termine celui-là, en fait, parce qu'il contient beaucoup de calculs, des calculs à faire. Alors, on va laisser cette partie-là jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à le vendredi, c'est ça? C'est quand nous avons le prochain cours, le système de numérotation pour terminer ce chapitre. S'il nous reste du temps, on va attaquer en fait le prochain chapitre. Ça marche? Alors maintenant, en fait, j'aimerais bien entendre de vous. Si c'est bon.
la manière d'explication et tout. Vous voulez que je donne plus de détails, moins de détails, j'avance plus vite, j'explique doucement. Alors dites-moi. باش من هنا حيت كاين plein de choses à voir par la suite. سنتفقوا على on doit être synchronisé. On doit être synchronisé باش ما يكونش parce que en fait je peux avoir des défauts au niveau de l'explication et il faut le déclarer dès maintenant. Alors dites-moi. Hadro, vous avez la parole. Non, monsieur, je pense que c'est bien. Le rythme, il est normal. Très Donc, bien. D'accord, très bien. Pour les autres, c'est bon pour tout le monde? Monsieur, s'il vous plaît, Le problème de? Oui. diapo. ما كيطلعش لينا لا بلوبار دو طون البي دي اف ما كنعرفوش البروف فين كتخدم. واش ما كتشوفيش كاع البي دي اف ولا ما تيتحركش؟ ما كيتبلوكا ما كيتحركش وبعد المرات قليل ما كيطلع يعني في الاول انا ما طلعش لي حتى شويه عاد طلع لي البي دي اف و غالبا غيكون المشكل من عندك، غيكون المشكل من لا كونيكسيون عندك. Pour les autres, واش كتشوفوا البي دي اف تيتحرك؟ Pour les autres. oui, monsieur. Oui, monsieur. دوك هذا en fait pour le premier chapitre غنحطوا له après la prochaine séance. Ça marche. ملي نديروا la prochaine séance غنحط لكم هذا le fichier هذا.